Bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui vous fait découvrir des parcours inspirants. Cette semaine, je reçois Marina Lippi, on discute développement personnel, guérison et elle nous partage son regard unique sur son métier de coach. Je vous souhaite une bonne écoute. Je ne vois plus rien, je mets les lunettes comme un vieux, vraiment jusqu'au bout du rêve de la vieillesse. T'as besoin d'orthopsie ? Ah, depuis que je suis petite, j'ai jamais été. Bon, ben là, tu vas avec le micro face, là, tu vas pouvoir loucher sereine. Je fais les deux en un, tu vois. Podcast et J'optimise ma orthopsie. journée, quoi. Tu vois. Ouais, c'est très bien. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui fait quoi d'ailleurs ? Le podcast qui donne des ailes, mais je crois que c'est déjà pris comme punchline. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir comme invité Marina. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ouais, ça va bien. On est là et ça fait plaisir. Marina, pour en dire un peu plus à nos auditeurs, toi, tu es coach de vie. Oui. C'est comme ça qu'on dit ou pas ? Ou coach en développement personnel, plus. Ah, coach en développement personnel, ouais, ça fait mieux parce que quand j'ai écrit les questions, je me suis dit coach de vie, ça fait un peu vous avez des galères dans votre vie, pas de problème, je suis là 24/24. C'est ça, et c'est un peu dire aux gens comment ils doivent mener leur vie. Ouais, ça fait un peu ça, et on est d'accord, c'est pas le cas. Non, c'est pas du tout C'est le pas cas. du tout le cas. Ok, très très bien. Marina, pour te présenter aux auditeurs, vite fait, toi, t'as quel âge aujourd'hui ? 40 ans. 40 ans ? Ouais, le bel âge, comme on dit. Le fameux. Donc, ça y est, tu les as vraiment ? Je les ai vraiment. Tu vas pas les avoir, tu les as vraiment. Oui. Ça fait quoi de passer de Et à l'autre partir côté ? de maintenant, j'ai 40 ans tous les ans. Ah ouais, ça y est, tu vas ouais, dire ça y est. ça à chaque fois, tu leur diras non, c'est mort. J'ai 40 là. Comme ça, je fais la fête tous les C'est ans. ça, la bonne idée. Ça t'a fait quelque chose d'avoir 40 ? Un peu, ouais. C'est vrai ? Un peu, ouais. À Je ce crois point-là que je fais la vraie crise de la quarantaine. Ah, ça y est, tu y es là. Là, maintenant, l'âge te permet de le dire. C'est la vraie crise de la quarantaine. J'ai commencé avant, mais... Ça consiste en quoi, la crise de la quarantaine, chez toi ? Remise en question. D'ailleurs, quand on est dans le développement personnel, je crois qu'on remet pas mal de choses en question assez régulièrement. Mais là, encore plus. Pour commencer, comment t'en arrives à devenir coach en développement perso ? Alors, c'est vraiment un parcours personnel et professionnel. Ok. Déjà, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de très, très timide. Mais timide maladive. Et du coup, j'ai fait un travail sur moi-même. Ok. Et quand on est timide, l'avantage, c'est qu'en fait, on a l'habitude d'observer les gens, d'observer les comportements. Et en fait, déjà, on développe une expertise sans même s'en rendre compte. Parce que du coup, on se dit pourquoi cette personne, elle est hyper intégrée, moi non. Et en fait, on analyse son comportement qui fait que cette personne arrive à être intégrée. Donc, mine de rien, on développe une expertise. Et ensuite, j'ai été amenée à faire différents travails qui m'ont... Voilà, sans même le vouloir, en fait, j'ai été vraiment dans l'accompagnement, toujours. D'accord, Voilà, c'est-à-dire que toi, individualisé, voilà. depuis toujours, ça te suit un peu dans les différents boulots que tu as pu avoir dans ta vie ? Exactement. Tu te rends compte que tu accompagnais les gens, tu étais sur cette dynamique-là Oui, au début, c'était les jeunes qui étaient sortis du système scolaire, donc je les accompagnais vraiment à se réintégrer professionnellement et aussi, bien sûr, dans la vie, parce que des fois, il y a aussi des traumatismes, des choses. Voilà, mais je m'en rendais pas compte. J'étais pas du tout dans l'idée que j'étais coach. Pas du tout. En fait, puis en plus à l'époque, pardon, mais ça n'existait pas, ce pas métier. du tout. C'était pas reconnu comme ça. Non, pas du tout. Je me rendais même pas compte que je faisais de la psychologie, mais le fait d'avoir déjà analysé beaucoup, moi, d'avoir déjà évolué, parce que moi qui étais hyper timide, je me retrouvais formatrice face à des jeunes, un public qui était pas très évident à gérer. J'avais quasiment le même âge, donc oui, même moi, j'étais assez fière, on va dire, du parcours que j'avais fait. Ouais. Et du coup, je pouvais leur dire qu'il était possible de passer de rien à tout. Et voilà, il suffisait de déclencher quelque chose. Ouais. D'accord. Ton propre chemin permettait... Oui, après, moi, j'ai une formation artistique aussi, donc je passais beaucoup par l'art. Mais c'est vrai, dis-nous ça aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais toi, tu étais danseuse. Oui, j'ai un diplôme en art du spectacle. Et oui, je suis prof de danse. Ça m'a beaucoup aidée pour accompagner les jeunes. Et puis bon, ce qui était bien, c'est qu'en général, les jeunes qui étaient en difficulté me voyaient en me disant « Ouais, mais toi, tu réussis tout ». Et du coup, le fait de pouvoir expliquer que non, en fait, j'avais eu des échecs, j'avais eu un parcours difficile, que j'étais passée par des choses compliquées, ça leur permettait aussi de se dire que c'était possible pour eux. Et quand on passait par des moyens plus ludiques que ce qu'on avait l'habitude de faire, ça marchait bien. Vraiment, j'ai eu des super résultats, mais bon, je me disais pas que j'allais être coach. Après, j'ai eu un poste de responsable ressources humaines pendant un certain temps. Je me rendais pas compte que même dans ce métier, je le faisais avec mes collègues de travail, avec les salariés dont je m'occupais. Et en fait, c'est des collègues qui sont venus me le dire. D'accord, ça t'a éclairé un peu ? Oui, même des salariés, parce que comme j'étais responsable formation, donc on avait beaucoup de salariés, autour de 1000 salariés. D'accord, tu gérais beaucoup de monde. Voilà, du coup, à chaque fois, en formation, il y avait des personnes qui étaient mal dans leur travail. Moi, ça me permettait de les aider un peu pour qu'ils se sentent un peu mieux ou dire...
leur donner des leviers pour savoir qui pouvait contacter si jamais il y avait un problème, etc., etc. Et puis, en fait, j'aimais bien faire ça, quoi. Oui, toi, ça te parlait. Ça t'anime, cette manière-là d'accompagner les autres et pouvoir les aider. Complètement, ouais. C'est comme on appelle ça une mission de vie. Je sais pas si c'est la mienne, mais en tout cas, moi, c'est venu à moi sans que j'ai à le chercher au départ. Toi, tu décides de te former, d'avoir un apport théorique par rapport à ça. Je voulais... En fait, il y a un peu le syndrome de l'imposteur, quoi. Je me disais, oui, je le fais comme ça, mais de là à être payé pour le faire... dès qu'on met de l'argent derrière... c'est pas le même délire. Okay. Mais du coup, c'est vrai que j'apportais énormément de temps aux autres. Et parfois, c'est épuisant pour soi d'apporter du temps. Super, on est satisfait, etc. Métier, voilà. C'est pas rien, quoi. C'est pas juste pour le plaisir. Et du coup, j'avais besoin de me former pour avoir une forme de légitimité. Je me disais, voilà, je vais utiliser de vraies techniques qui marche, qui fonctionne, même si moi j'avais déjà fait mes essais-erreurs, parce que j'imagine que toutes les personnes qui ont développé ces techniques ont eu une expertise. Bien sûr. Tu avais commencé à développer tes propres outils. Oui, tout à fait. Hein oui. Et là, c'est venu te donner d'autres outils, te confirmer ce que tu avais déjà. Alors, me confirmer, parfois, ça a remis en question certaines choses, certaines idées que j'avais. Et en fait, c'était plutôt intéressant parce que j'ai suivi certaines choses de mes formations et puis d'autres pas du tout. T'as des exemples précis ? Oui, déjà le développement personnel, pour moi, quand on est trop sur le développement personnel, je me suis rendu compte que ça pouvait être très toxique. On parle énormément de responsabilisation dans le développement personnel, mais je pense que des fois, on a le droit d'être une victime. Et que si on s'autorise pas à en être une et à ressentir les émotions qu'on pourrait nommer négatives, même si on sait qu'aucune émotion est négative, mais qui nous font souffrir. En tout cas, genre tristesse, colère, exactement. Des trucs comme ça, c'est ça un peu, si on s'empêche de ressentir ça et qu'on est dans la positivité tout le temps parce qu'on est dans le développement personnel positif, c'est très nocif en fait. Donc du coup, je me suis dit oui, on se responsabilise, on n'a pas pris telle décision, on n'a pas fait telle chose, c'est de notre faute. C'est bien beau, mais parfois, on a eu une vie, on a un parcours, on a une histoire, on a une façon de fonctionner qui fait que on a beau le savoir, à ce moment-là, on pouvait pas prendre une autre décision et que parfois c'est bien aussi de se dire de se pardonner et de se dire c'est pas grave, je sais que j'avais pas le choix. C'est très humain de pouvoir ressentir ces émotions négatives, d'être dans quelque chose où on galère un peu quoi. Oui, voilà. Et c'est humain. Et c'est même du courage, j'appelle ça du courage moi des fois, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent de ressentir certaines choses. Et qui, du coup, ont l'impression d'être tout le temps bien, d'être tout le temps positif, d'être tout le temps... mais ils font pas face à leurs démons, donc parfois ils reproduisent des schémas. Alors que certaines personnes qui arrivent à se dire « aujourd'hui, je vais pas bien, je suis triste », à le verbaliser, etc., ont tendance à avoir une forme de courage, de pouvoir l'exprimer et à aller beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Ouais, finalement, c'est le début du boulot, de se dire « ok, j'en suis là aujourd'hui ». C'est très difficile. Et j'ai le droit, en fait. Mais j'ai le droit, et j'ai le droit encore de le pleurer. Et il faut aimer aussi ses fragilités, qui ne sont pas des faiblesses, mais il faut aimer qui l'on est complètement et se dire, mais en avoir conscience. Ça, c'est ton regard particulier, justement, où toi, t'es venu mettre ta touche à toi. Oui, pas au début de mes accompagnements, je faisais un peu plus ce qu'on m'avait appris. Et puis, en fait, c'est vrai que personnellement, j'ai eu des épreuves entre-temps. Que tu connais, dont un enfant très malade, etc. Et c'est vrai que là, je me suis dit que c'était dur de se dire qu'on n'avait pas le droit d'être triste. Il y a des choses qui nous tombent dessus et on nous dit oui, il faut accepter, il faut lâcher prise. À ce moment-là, ça m'a fait du mal de me dire que j'étais pas capable de le faire. Toi, t'as ressenti ça ? Ouais. Ça te faisait culpabiliser ? Exactement. Et en fait, ça rajoutait à mon mal-être. Et là, je me suis dit, peut-être que j'avais infligé ça aussi avant, comme on me l'inflige aujourd'hui, comme je me l'inflige à moi-même aujourd'hui. Et du coup, j'ai décidé que je le ferais plus. Et que je serais beaucoup plus à l'écoute des émotions et que je pensais qu'il était important de passer par du down pour remonter. Toi, ton expérience personnelle, tout ce qui t'est arrivé là ces derniers temps, ça t'a permis un petit peu de réajuster ta manière et ton accompagnement. Et du coup, je suis allée lire le contraire. Je suis allée lire les gens qui étaient contre le développement personnel. Je suis allée me renseigner, dire pourquoi développement personnel à tout prix, c'est quoi cette mode. On lit souvent des phrases sur les réseaux sociaux, des choses comme ça qui sont
hors contexte, du coup, qui peuvent être appropriés à tout le monde selon une subjectivité personnelle. Et en fait, du coup, ça n'aide pas du tout, parce que des fois, ça nous conforte dans notre manière de penser. Et donc, je trouvais ça intéressant d'aller voir les gens qui étaient contre, de lire pourquoi, comment. Ça me permet, moi, de me faire ma propre idée de l'accompagnement et d'être plus alignée avec ce que j'ai envie de proposer, quoi. C'est vrai que sur les réseaux, il y a eu cette grosse mode depuis, je dirais, après Covid. Il y a eu cette grande mode un peu du développement personnel, où c'était tout le monde s'est mis à faire du développement perso et tout le monde s'est mis à faire du coaching. Alors, je sais pas si c'est mon algo qui est foutu et j'ai que ça. J'ai que des coachs en développement perso qui me proposent attention, si tu veux faire ça dans la vie, il faut faire ça. Parce qu'il y a eu l'émergence de certains coachs qu'on voit un peu partout, qui ont très bien réussi leur vie, qui gagnent je sais pas combien et qui montrent une idée positive, idéaliste de la vie, d'une réussite en fait, alors que c'est des gens qui travaillent nuit et jour et qui ont aussi leurs propres problèmes en fait. En tout cas, ils nous montrent cette image de il y a que du génial et tout va bien. Et comme il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui pensent pouvoir dire aux autres ou accompagner les autres dans leur vie, qui font ça de manière pour eux totalement honnête et voilà. Du coup, ils se sont dit ouais, je peux le faire. Après, c'est un métier. Donc c'est là qu'il faut faire attention quand on va voir un coach, parce qu'il y en a beaucoup. C'est de choisir la personne qui nous correspond le mieux. Le coach, normalement, il est censé être passé par un chemin, avoir réussi à passer ce chemin et pouvoir être capable du coup d'expliquer comment il a fait. Donc quand tu dis passer un chemin, c'est une expérience personnelle ou des expériences personnelles qu'il a réussi à dépasser, à prendre du recul sur cette expérience, se dire bah tiens, il s'est passé ça, j'ai réussi à m'en sortir grâce à ça. Cette idée de mon parcours me permet de devenir coach de vie. Oui. Alors par exemple, je vais te donner un exemple. Vas-y. Par exemple, tout simple. Quand on veut se former en immobilier, par exemple, je voudrais faire de l'achat-revente ou je voudrais faire de l'investissement immobilier. Si tu vas voir un gars qui te dit je suis coach en investissement immobilier, mais qu'il n'a jamais investi et qu'il a 1 ou 2 appartes, bon, tu sais pas. Lui, il n'est pas passé par là, il prend pas de risque, mais par contre, il te dit à toi d'en prendre. Bah, t'as pas forcément envie de suivre les conseils. C'est compliqué. Voilà. Toi, tu vas aller voir le gars, parce que là, c'est plus quantitatif, c'est plus facile à mesurer. Mais tu vas aller voir le gars qui, lui, il a fait fortune et qui sait exactement, parce qu'il va te faire gagner du temps en disant, surtout, t'achètes pas ce genre de bien, t'achètes ce genre de bien, tu fais attention quand tu fais ton crédit, parce qu'il sait exactement, il a fait des erreurs, en fait, et en fait, il va t'aider à aller plus vite. À gagner du temps. Ouais, exactement. Eh ben, le coach en développement personnel, il doit t'aider à gagner du temps. Mais la seule différence, c'est que tu dois toi-même trouver les réponses, en fait. Il doit t'aider à trouver tes propres réponses, mais à gagner du temps. En fait, c'est vrai que quand on se développe, on parle souvent de la souffrance, qu'on se développe à travers la souffrance. Il faut absolument souffrir pour se développer. Je vais prendre un truc très populaire en ce moment. Il y a le documentaire... Oui, Kaizen. Voilà. Yes. Qu'on voit de partout. Inox Tag. Voilà. Le mec, il n'était pas en souffrance, mais il s'est challengé. Et en fait, ce qu'il a vécu là, ben, ça va l'aider toute sa vie. Et il n'a pas eu besoin de vivre une période de souffrance extrême pour ça. Il s'est infligé des souffrances physiques, une souffrance morale. Il faut y aller, quoi. Voilà, il s'est donné les moyens. Et en fait, c'est là que c'est important aussi des fois, c'est de se dire, oui, je veux ça, comment je vais faire pour l'avoir et par où je dois passer. Et lui... Par exemple, il est allé voir des experts pour monter sa montagne. Et ben là, c'est un peu pareil. Se dire, bah, j'aimerais ça et je veux pas passer, j'ai assez souffert ou je veux pas passer par la souffrance, bah, je vais aller voir un coach qui va m'aider pour ça. Dans les clients que tu as, c'est quoi leur montagne à eux ? Alors, j'ai beaucoup de personnes professionnellement qui ont du mal à développer leur potentiel ou en tout cas à se vendre. D'accord. Parce que c'est vrai que professionnellement, c'est assez compliqué parce que en général, les meilleurs salariés, c'est pas ceux qu'on met en valeur parce qu'ils savent pas se mettre en valeur. En fait, ils sont très humbles et donc j'ai beaucoup des personnes comme ça qui doivent aussi faire des présentations et après, bah, bien sûr, les relations amoureuses parce que c'est ce qui. Ah, tu fais aussi ça. À l'heure actuelle. Dans la gestion quoi, des émotions, de se dire bah tiens. Bah, il y a beaucoup surtout des couples qui se sont séparés et qui en fait se disent. Bah, j'arrive plus à me mettre avec quelqu'un, mais peut-être je fais un blocage. J'ai beaucoup ça. C'est-à-dire pas du tout le fait de pas rencontrer des personnes. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et me disent je rencontre que des personnes super, mais j'arrive pas à m'engager. J'ai ce créneau-là, je sais pas, je ne l'ai pas cherché. Je sais pas pourquoi, l'univers m'amène ça. L'univers m'a emmené ça. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je pense que les gens qui vont écouter vont être étonnés de ça. Mais j'ai beaucoup de personnes qui me disent j'ai rencontré cette personne, sur le papier, elle a tout.
Cette personne, elle tout a pour tout me plaire, pour plaire, tout. tout va bien. Et en fait, au début, je vis ma best life. Enfin, voilà, une vraie histoire. Lune de miel, quoi, la lune de miel parfaite. Et au bout d'un moment, j'en me lasse. Et là, il y a quoi derrière ça? En fait, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Il y a soit on n'a pas tourné la page d'une relation. Le deuil mal fait. Le deuil, voilà, exactement. On pense que oui, mais en fait, on se dit que si on se met avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que l'espoir qu'on avait de revivre cette histoire est terminé. Cette fausse idée de l'indépendance, de dire j'ai plus envie de devoir dire à quelqu'un ce que je fais, où je vais. Donc il y a une espèce de blocage de dire là, j'ai ma liberté. Et en fait, je serai plus libre. Donc ça peut être ça aussi, toi, on peut venir te voir pour plein de raisons. Oui. Toi, dans l'accompagnement, concrètement, ça marche comment? Tu vois les gens... parce que quand moi je me dis coach de développement perso, je vous imagine, tu sais, 24/24, genre on s'envoie des SMS sur WhatsApp de longue en disant allez go, vas-y, lâche rien. Tu vois, il y a un peu ça. Je sais pas pourquoi je vois ça comme ça. Alors, il y a deux possibilités, c'est-à-dire il y a des coachings en direct qui peuvent durer 1 heure. Ou en ligne. Bon, en général, je préfère les rencontres physiques, mais si j'ai pas le choix, en présentiel, quoi, c'est plus sympa. Ouais. Après, il y a des personnes qui ont juste besoin d'un déblocage, donc c'est plutôt à ce moment-là qu'on va réfléchir si y a besoin ou non de plusieurs séances, d'un vrai programme ou de pas un vrai programme. Donc, à partir de là, au bout d'1 heure, on définit ensemble quel sera le programme. Et puis, selon les personnes, oui, on peut être disponible sur WhatsApp. Et selon d'autres, non, puisque du coup, quand c'est des objectifs professionnels, on se fixe des objectifs, puis au prochain rendez-vous, on en discute, on voit comment ça s'est passé, on fait un bilan. Après, bien sûr, on reste joignable si la personne en a besoin pour un conseil comme ça, en disant là, je me retrouve au pied du mur, est-ce que tu peux m'aider, quoi. Ouais, d'accord, donc c'est un accompagnement avec cette rythmique-là qui peut être choisie en fonction, au cas par cas, quoi. D'accord. T'es active sur les réseaux, pas active? Comment ça marche? Alors, je l'étais. Je l'étais beaucoup parce qu'au début, je voulais vendre mon accompagnement et que on nous dit qu'il faut le vendre comme ça. Donc, j'ai fait ma formation, on m'a appris à vendre mon accompagnement. Et puis après, quand mon petit garçon est tombé malade, j'ai arrêté parce que j'avais besoin moi aussi de me recentrer sur moi. Et puis c'était une épreuve que j'avais pas vu venir et que moi j'avais jamais vécu ça. Enfin, j'imagine bien. Enfin, j'ai pas les mots quand j'en parle, mais c'est vrai que du coup il fallait que je sache comment allait être ma vie, qu'est-ce qui allait se passer, comment moi j'allais gérer tout ça. Donc du coup j'ai arrêté de communiquer. Donc à ce moment-là, toi, quand ton petit tombe malade, ton petit de quel âge? Il avait 4 ans. Il avait 4 ans, à ce moment-là. Ouais, donc je suppose que c'est le cataclysme. D'une seconde à l'autre. Non, ça a été d'une seconde à l'autre. Et il a fallu gérer ça, en fait. Donc du coup, oui, j'ai arrêté mon activité. Je me suis consacrée à la guérison de mon fils, qui aujourd'hui est guéri, mais ça a été long. Ok. Et c'est un parcours du combattant, ça? Oui. Tu veux en parler ou pas du tout? Si, oui, je peux en parler. Oui, j'ai aucun problème avec le fait d'en parler. Toi, en tant que maman? Oui. Maman, évidemment, coach qui est dans son début de business, j'ai envie de dire, t'es au début de ton entreprise. À ce moment-là, toi, ton fils tombe gravement malade. Oui. Je dis gravement malade, c'est pas une petite maladie qu'il a eu ton fils, mais c'est pour que tout le monde comprenne le choc et le cataclysme que ça doit être dans ta vie à ce moment-là. Ah totalement. Comment tu le vis, toi? Qu'est-ce qui se passe chez toi? D'abord, ma mère m'a dit un truc. En fait, quand je suis arrivée à l'hôpital, ma mère savait avant moi que c'était grave. Elle savait pas ce que c'était, mais elle savait que c'était grave. D'accord. Et elle m'a dit, il faut pas que tu pleures, faut que tu sois forte pour lui, mais c'est grave. Voilà ce qu'elle m'a dit. Donc du coup, j'ai dû rentrer dans la chambre. Je ne savais toujours pas ce qu'avait mon fils. Je savais juste que c'était grave parce que je voyais tout le monde qui s'attelait autour de mon enfant. Et puis on cherchait un hôpital où l'accueillir parce qu'on m'a dit il est en danger de mort là tout de suite maintenant. En fait, sur le moment, j'étais en état de choc, mais je devais gérer en fait. J'avais pas le choix. Là, je pense que le développement personnel, tout le travail que j'avais fait avant, m'a un peu sauvé la vie à ce moment-là. Je pense que j'aurais pas réagi comme ça si j'avais pas réussi à avoir ce recul. En disant, de toute façon, le problème, il est là, maintenant, il faut que je le règle. T'as pris sur toi. Voilà. J'avance. J'ai dit, il faut que je sois dans l'action, en fait. Ouais, je vois. Donc, tant que j'étais dans l'action, ça allait.
Franchement, c'était horrible. Hein. J'ai eu il est parti en hélicoptère. Enfin bref, ça a été vraiment un truc assez choquant. Il était vraiment dans un état, il hurlait à la mort. Enfin, c'était très compliqué. Mais j'étais dans l'action. Il fallait que je sois dans l'action, etc. Donc voilà comment je l'ai vécu. Après, très tôt, on m'a dit, il a de grandes chances de guérir. Donc ça m'a un peu ça aidée. vient soulager. En tout cas, ça vient remettre de l'espoir. Mais plus totalement. Que soulager. Ça m'a. En fait, je me suis dit, on m'a dit clairement. Ça va être long, c'est un combat, mais 9 chances sur 10, il s'en sort. Là, tu t'es mise en mode battante. Ouais, complètement. Moi, je te vois comme mais une en battante. mode guerrière. Ouais, là, guerrière. j'avoue que c'est exactement ce qui s'est passé. Sur les réseaux, les gens pourront voir, mais souvent, je te vois faire de la boxe. Et ouais, quand, ça, quand tu dis ça, je te vois en mode boxeuse, quoi. Et tu pouvais pas faire autrement que d'aller boxer la maladie et d'aider ton fils là. J'avais pas le choix du tout. Je me voyais pas. Fallait le faire, quoi. Ouais. Le combat, c'était parti pour le combat. Il y a eu des jours où j'ai un peu craqué quand on m'a dit les traitements, les conséquences des traitements. Il y avait des fois où vraiment, j'ai pleuré un bon coup. Il fallait que je craque, mais après, j'avais eu cette chance qu'on me dise ça. Parce que j'ai vu d'autres enfants qui n'avaient pas, et d'autres parents qui n'avaient pas la même chance que moi. Donc, c'est pas bien de comparer avec les autres en disant on a de la chance, on a moins de la chance, parce que la douleur, on l'a quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que quelque part, je me disais dans mon malheur, j'ai un peu de chance. Aujourd'hui que c'est passé, aujourd'hui qu'il est guéri, tu dirais que ça fait appel à quoi chez toi comme force, comme... Je pense que quand on est comme ça, on est plus en mode automatique. Si on se met en mode on réfléchit ou aux conséquences, combien de temps ça va durer, etc., on arrête tout, quoi. C'est après que c'est un peu plus compliqué. Curieusement, quand l'enfant est guéri, on revoit tout ce qu'on a vécu. Et là, on s'autorise un petit peu plus à ressentir, et parfois, c'est un petit peu... C'est là que ça retombe. Ouais, bizarrement. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que c'est à ce moment-là qu'on a un peu moins de soutien. Sauf que toi, c'est là que ça commence un peu à lâcher. Exactement. En disant, j'ai mené le combat jusqu'au bout. C'est comme un marathon. Et moi, c'est maintenant que j'ai besoin, finalement, de compassion, de soutien. Surtout que moi, je donne de la compassion et du soutien, même dans mon travail, vraiment. Et j'ai besoin d'en recevoir aussi parce que ça fait partie de ma personnalité et des besoins que j'ai moi. Finalement, c'est des besoins humains. Hein. Oui. Pardon. Oui, mais après, on est tous différents. On est tous différents, mais ça fait du bien quand même quand t'as des gens autour de toi qui sont dans la compassion et qui sont dans le soutien. C'est vraiment hyper important. Oui, après, ça a été l'avantage de tout ça, c'est que moi, j'ai été très soutenue. Vraiment, là, j'ai vu la solidarité autour de moi, j'ai vu l'amour des gens. Je pense que l'amour est vraiment autour de nous, quoi. Quand on en a vraiment besoin, c'est incroyable ce qui peut se développer autour de nous. Ça t'a rappelé ça ? Que finalement, l'être humain, il est capable et il est là quand il y a besoin, il est là quand même. Oui. Je pense qu'avant cette expérience, je déteste l'idée de dire que on vit une expérience difficile pour devenir plus fort. Ça, je supporte pas parce que je pense que on a des blessures qui restent après. Ça reste et qui nous rendent pas forcément plus forts parce qu'on a une fragilité sur certaines choses. Comme des traumas, finalement. Voilà, comme des traumas. Donc oui, après, on est un peu plus solide. Il y a des choses qu'on accepte un peu plus. Voilà, ça, je déteste cette idée-là. Par contre, j'avoue que ce que ça m'a apporté, c'est que je pense que j'étais en pilote automatique. Il y avait des choses que je ressentais pas autant avant que ce que je ressens maintenant. D'accord. Je veux dire, je me suis toujours beaucoup occupée de mes enfants, je suis très proche de mes enfants, mais maintenant je ressens cet amour bien plus fort que ce que je la ressentais avant. C'est intéressant ce que tu dis. Et c'est venu renforcer le lien d'amour que tu avais avec tes enfants. Même pas que le lien, c'est plus parce que j'ai le même lien avec mes enfants, mais c'est plus la façon dont je ressens les choses. À l'instant, je me rends compte que je ressens les choses de manière beaucoup plus puissante, et peut-être qu'avant j'étais pas assez courageuse, comme je disais tout à l'heure, pour ressentir ces choses-là, parce que ressentir de l'amour aussi fort, c'est aussi ressentir de la peur de perdre les gens, la peur de vivre certaines choses. C'est comme si là je m'autorisais en me disant de toute façon ça change rien, puisque moi mes enfants j'ai toujours fait très attention, ils ont vu des pédiatres régulièrement, bref, j'ai toujours fait très attention à la santé de mes enfants, et pourtant c'est arrivé. Ça sert à rien de se protéger. Oui, d'être dans la prévention. Je vis pas les trucs trop à fond. Ouais. On sait jamais. Parce que la retombée, elle va être trop compliquée. Je vois. pense qu'inconsciemment, beaucoup vivent comme ça. Cette grosse épreuve, ça t'a permis ça de te dire, je vis les trucs à fond. Oui. Et je me rends compte qu'on se remet de la souffrance, même si sur le moment, elle est intense et qu'on se dit qu'on s'en remettra jamais. Je peux pas dire qu'on se remet de tout, parce que je suis pas d'accord avec ça non plus.
Je pense qu'on s'accommode avec le temps et que notre système nerveux, notre corps, tout fait en sorte de se protéger sur le temps en disant voilà, ça fait un peu trop longtemps que tu as souffert à un moment donné, il faut que ça aille mieux, quoi. Bien sûr. Donc je suis pas trop sûre de ça, mais par contre qu'on arrive à vivre avec des choses difficiles et à s'en remettre un petit peu, à vivre très bien. Je me suis rendu compte que oui. Donc pourquoi ne pas les vivre en fait ? Pourquoi pas vivre ces choses positives en me disant j'ai peur que demain tout soit négatif, alors qu'en fait la vie elle nous force à vivre des choses compliquées, à vivre des choses très difficiles, et on a finalement, on parle de bonheur, mais des instants où on se dit ah ça va, dans ma vie tout va bien en ce moment. C'est pas tous les jours en fait. Donc autant en profiter, quoi. Autant profiter des peu d'instants. Le bonheur il est là-dedans aussi, dans ces instants-là, quoi. Oui, moi je sais que quand mon fils était malade, j'avais ce rituel de sortir avec ma sœur et mes cousines une fois par semaine. Ces moments-là, j'étais dans l'instant présent et j'étais pas dans la maladie de mon enfant, et ça me permettait de me dire en fait je sais pourquoi je vis. Ces moments de joie intense que je vis là maintenant, je sais qu'après cette épreuve, je vais pouvoir continuer à les vivre et à les créer. Ça nous apprend à nous créer nous-mêmes des instants de bonheur, même dans la difficulté. Tu dirais que c'est quoi pour toi le sens de tout ça ? J'ai arrêté de vouloir donner un sens à tout. En fait, je pense qu'à chaque fois qu'on vit une épreuve, et c'est ça le problème pour moi du développement personnel, c'est que on essaie de trouver un sens, parce qu'on se dit ouais, si je vis ça, c'est pour une raison, je dois apprendre une leçon. Et j'aime pas trop cette idée, parce que je pense que ça nous rassure juste de dire on doit passer par là parce qu'on doit apprendre quelque chose. Et je pense que c'est le cerveau humain, c'est l'être humain pour être rassuré qui se dit ouais, je vis ça comme ça, après je vais pouvoir vivre ma best life ou vivre des trucs. Ou alors ça, je mets ce sens-là, je vais dans ce sens-là. Exactement. C'est plus rassurant. Je pense que chacun doit donner son propre sens, parce que chacun doit se rassurer comme il peut. Donc moi, j'ai décidé de pas trop en donner un sens, d'essayer de vivre la vie telle qu'elle est, de mettre en place des actions pour me créer des instants de bonheur, faire des choses que j'aime, avec les gens que j'aime, essayer surtout de penser à ce qui est bon pour moi, chose que je faisais pas forcément tout le temps avant. Quand on est beaucoup dans l'empathie, des fois on s'oublie un peu et on oublie ce qui est bon pour soi. Et c'est tout. Quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs qui, justement, comme tu le dis, ont envie d'être dans l'instant présent et de vivre les choses au mieux ? Moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire, tu vois, les trucs de routine, on oublie. Des fois, on est dans la routine, on se dit « Ah, mais j'ai pas une vie extraordinaire. » Quand je vois par rapport aux gens sur les réseaux, je me dis « Ah, eux, ils sont au Japon, moi, je suis à Toulon. » Alors, ça rime, mais c'est pas aussi ouf. Et tu vois, il y a un peu cette notion, on oublie, et je suis complètement d'accord avec toi, que les moments de calme, quand on est dans la tempête, finalement, ils étaient vraiment... très cool, très sympa, tu vois, ces moments de calme. On a l'impression qu'ils ont moins de saveur, tu vois, quand on est dedans, dans cette espèce de routine, dans cette espèce de vie au quotidien, quoi, mettre au boulot dodo. Oui. Comment on peut apprécier ces moments-là de calme ? T'as un conseil à nous donner ? Pour moi, c'est un peu comme quand on est malade et qu'on se dit il y a 2 jours, j'étais trop bien. Et je me rendais pas compte à quel point c'était trop bien d'être bien. Et je trouve ça dommage vraiment d'attendre d'être malade pour se rendre compte qu'en fait c'est trop bien quand on se lève le matin et qu'on a mal nulle part et que. Donc là, je vais donner pour la peine un conseil bateau qu'on voit partout, c'est la gratitude. Je pense qu'il faut arrêter de voir ce qu'on n'a pas et se rendre compte de ce qu'on a. Et quand on se rend compte de ce qu'on a, on multiplie ce qu'on a déjà. Quand on a déjà des choses et qu'on le fructifie, qu'on l'améliore, qu'on l'apprécie, qu'on se dit, il se multiplie. C'est comme une connaissance, on ne peut pas tout connaître. Par contre, on peut devenir expert en quelque chose en se concentrant sur cette expertise. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire, de toute façon, envier les autres, que l'autre il est à Tokyo et moi je suis à Toulon ou je sais pas où, finalement, ça ne change pas ta vie, quoi. Toi, tu vas te faire du mal pourquoi ? Ça change quoi pour toi ? Alors que de te réjouir pour les autres, se dire, lui, il a ça, mais moi, j'ai autre chose dans ma vie, en fait. C'est vrai, t'as raison. Et se concentrer dans, par exemple, si dans ton couple, ça va bien, et te dire, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille encore mieux ? Et qu'on vive un moment génial tous les deux. Du coup, tu vas te concentrer dans ce que tu as déjà, mais en plus, tu vas le fructifier. Et tu vas vivre quelque chose que personne n'a jamais vécu. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment se concentrer sur ce qu'on a et comment on peut faire en sorte que cette chose s'améliore encore. Même si c'est positif, on fait en sorte que ça s'améliore parce que tout change.
Merci pour ces mots parce que je trouve qu'ils sont très joliment dits et bravo, c'est un beau conseil la gratitude et ça permet de se rappeler ce qu'on a, n'empêche. Oui. Et on est dans une période où sur les réseaux on nous rappelle tout le temps ce qu'on n'a pas. Et on voit que ce que eux ont, on ne voit pas ce qu'ils n'ont pas. Et puis ce qu'ils ont envie de nous partager, attention, parce que là aussi on en revient à ça, à l'image qu'on renvoie, mais cette gratitude quand même, elle va être hyper intéressante. Marina, merci beaucoup d'être revenue sur le podcast parce qu'on en avait déjà fait un. Tu fais partie des bêta-testeuses cet été au début et encore un grand merci d'avoir été là au début de l'aventure. Je suis trop content que tu sois revenue parler de ton expérience et merci d'avoir partagé ça avec nous. Marina, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi ? Moi, je suis essentiellement, on peut me joindre sur Instagram. Sur Instagram. Voilà, Coach White Moon. Coach White Moon, la lune blanche, c'est ça ? Ouais, exactement. Comme ça, les gens pourront te retrouver s'ils ont envie de travailler avec toi et ton approche douce et bienveillante. Voilà, t'as d'autres choses à nous dire, Marina, tout va bien. Non, c'est bon. Tout ce que tu voulais. Bon, merci beaucoup à tous. On se retrouve dès la semaine prochaine. À très vite. Bye bye. Tu dis pas bye bye. Si, bye bye. Merci d'avoir écouté La Fondamentale. J'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a offert de nouvelles réflexions sur le sens de votre vie. N'oubliez pas, chacun de nous a une fondamentale unique à apporter à la grande symphonie de l'existence. Si vous avez aimé cet épisode, les classiques, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit 5 étoiles est aussi le bienvenu pour nourrir l'algorithme. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos propres visions sur la vie. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui vous anime. À très bientôt pour faire résonner la fondamentale.